Le 16 juillet 2026, dans un champ du Tarn, un fourgon pénitentiaire s'arrête au bord d'un chemin de terre. Un homme en descend, encadré par des gendarmes, les poignets entravés. Il regarde autour de lui, il prend quelques secondes, puis il lève le bras et il désigne un endroit précis dans l'herbe sèche, un endroit que rien ne distingue du reste du champ. Et là, plus personne ne parle. Cet homme s'appelle Cédric Jubillard. Il purge 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa femme, Delphine, infirmière, 33 ans, mère de 2 enfants, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Voilà le problème. Il a été condamné sans corps, sans scène de crime, sans armes, sans aveu. Un verdict rendu sur des indices, des contradictions et des silences. Et 9 mois après ce verdict, c'est lui, le condamné, celui qui répétait depuis 5 ans qu'il n'avait rien fait, qui vient montrer à la gendarmerie où chercher, à 15 km du village que 1000 personnes avaient ratissé, mètre par mètre, un matin de décembre 2020. Ce champ, la France entière l'a cherché pendant 2038 jours. Et la vraie question aujourd'hui n'est plus de savoir qui a tué Delphine Jubillard. C'est de comprendre comment on a pu passer si près, si longtemps, et pourquoi il a fini par parler. Cagnac-les-Mines, c'est 2500 habitants au nord d'Albi, dans le Tarn. Un ancien pays minier, des collines, des friches, des bois, des routes étroites qui montent et qui redescendent. Et sous la terre, la mémoire d'un siècle d'exploitation, des galeries, des puits, des cavités dont plus personne ne détient la carte complète. Certains habitants vous diront que tous les puits ont été recensés et rebouchés depuis longtemps. D'autres vous diront le contraire. Retenez cette ambiguïté, elle va peser lourd. C'est là que vit la famille Jubillard, dans une maison en travaux permanents, au bord d'une rue qui n'est pas éclairée la nuit. Delphine Ossaguel, épouse Jubillard, est née le 15 novembre 1987 à Gaillac. Elle a 33 ans. Elle est infirmière de nuit à la clinique Claude Bernard d'Albi. Elle a 2 enfants, Louis, 6 ans, et Elia, 18 mois. Son mari, Cédric, est peintre plaquiste à son compte. Et ce couple est en train de se défaire. À l'été 2020, Delphine annonce qu'elle veut divorcer. Selon son avocate, la procédure devait se faire à l'amiable, d'un commun accord. Dans les faits, elle ne se fait pas. Le divorce reste à l'état de projet et le projet reste bloqué. Mais Delphine, elle, avance. Les enquêteurs retrouveront des bouts de papier de sa main où elle organise son départ. Elle cherche un logement à Albi. Elle en parle. Elle a un plan, un calendrier, une adresse en tête. Et elle a rencontré quelqu'un, un homme qui vit dans la région de Montauban, avec qui elle correspond depuis des mois sur les réseaux sociaux. La presse le surnommera le confident de Montauban. Il dira plus tard qu'il projetait de s'installer ensemble. Voilà l'équation. À la veille du 15 décembre 2020, une femme de 33 ans qui a décidé de partir, un mari qui vit encore sous le même toit qu'elle et 2 enfants qui dorment au premier. Le soir du mardi 15 décembre 2020, Delphine est chez elle. À 22h55, son téléphone sonne pour la dernière fois. Quelques minutes avant 23h, elle envoie une photo d'elle au confident de Montauban. Douchée, en tenue de nuit, prête à se coucher. Cette tenue sera retrouvée le lendemain par les gendarmes dans le bac à linge sale. C'est la dernière trace certaine de Delphine Jubillard vivante. Vers 23h, 2 voisines déclareront avoir entendu des cris de femmes. Ensuite, il y a un trou. 5 heures de nuit sur lesquelles il n'existe pendant très longtemps qu'une seule version, celle de son mari. À 4 heures du matin, Cédric Jubillard envoie un message à une proche de Delphine. Un message très court. Dis à Delphine de rentrer. La réponse tombe. Non, Delphine n'est pas avec moi. Quelques minutes plus tard, il appelle la gendarmerie. Sa version tient en une phrase. Sa femme est partie à pied, quelque part entre 23h et 4h du matin, vêtue d'une doudoune blanche, sans son sac, sans ses clés de voiture, en n'emportant que son téléphone. À 4h50, les gendarmes sont devant la maison. Et à partir de cette minute, l'enquête ne va pas cesser de buter sur la même chose. Chaque détail matériel contredit un peu plus le récit de la nuit. Le premier détail,
c'est le téléphone. Le téléphone de Delphine disparaît avec elle. Il cesse d'émettre au matin du 16 décembre, dans un rayon de 2 km autour du domicile. Ce soir-là, il borne sur un relais proche de la maison, mais qui n'est pas le relais habituel, celui sur lequel il se connecte quand Delphine est chez elle. Le décalage est faible, il est réel. Et il y a une anomalie plus troublante encore. La lampe torche du téléphone n'a jamais été allumée. Jamais. Or, il fait nuit noire en décembre, la rue n'est pas éclairée. Et la version officielle veut que Delphine soit partie à pied, dans le froid, sur des chemins qu'elle connaît, mais qui ne sont pas praticables sans lumière. Alors posez-vous la question honnêtement. Une infirmière de nuit, quelqu'un dont le métier consiste précisément à se déplacer dans le noir sans réveiller les autres, sort de chez elle à pied entre 11h du soir et 4h du matin, en plein hiver, dans un village sans éclairage public, avec un smartphone dans la main. Et elle n'allume pas une seule fois sa lampe. Ce n'est pas impossible, mais ça demande une explication. Et il n'y en a jamais eu. Le deuxième détail, c'est la voiture. La Peugeot 207 bleue du couple est garée devant la maison. Sauf qu'elle est garée dans le sens inverse de celui dans lequel Delphine la gare habituellement. Et il y a de la condensation à l'intérieur de l'habitacle. Selon un expert, le signe d'une présence humaine récente. Les clés, elles, sont dans le sac à main de Delphine, à l'intérieur de la maison. Retenez cette voiture. Elle va traverser toute l'affaire, du premier jour jusqu'au dernier. Le troisième détail, c'est un compteur de pas. Le podomètre du téléphone de Cédric Jubillard. Une première analyse indique qu'il n'effectue qu'une 40aine de pas entre le moment où il dit s'être aperçu de l'absence de sa femme et l'arrivée des gendarmes. 40 pas. Puis, dès que les gendarmes sont là et qu'il cherche avec eux autour de la maison, il en fait 380. Son explication, il n'a pas voulu chercher dehors pour ne pas déranger les voisins. Et là, il faut être précis, parce que ce chiffre est devenu un symbole et qu'il a été mal utilisé. Une analyse ultérieure, plus fine, a corrigé la première. Il n'avait pas fait 40 pas, il en avait fait au moins 300. Le contraste s'effondre. Le podomètre reste un élément du dossier, mais il n'est pas la preuve écrasante qu'on en a fait pendant 2 ans. C'est important parce que ce n'est pas le seul chiffre du dossier qui a été présenté comme certain avant d'être démenti. Le quatrième détail, ce sont les appels. Le matin du 16 décembre, Cédric Jubillard tente de joindre sa femme 180 fois jusqu'à 10h, 180 appels. Le lendemain matin, il essaie encore 2 fois. Et après ça, plus rien. Plus jamais. Aucun appel. Comme si, à partir du 17 décembre au matin, quelque chose s'était refermé. Les enquêteurs relèveront aussi ce qu'ils appellent la rapidité du deuil, la vitesse avec laquelle il semble avoir intégré que sa femme ne reviendrait pas. Ce n'est pas une preuve, le chagrin n'a pas de normes, et beaucoup d'innocents ont été soupçonnés pour n'avoir pas pleuré au bon moment, devant les bonnes caméras. Mais, mis bout à bout avec le reste, ça s'accumule. Et puis il y a le 5e détail, le plus silencieux et probablement le plus lourd, les lunettes. Delphine Jubillard portait des lunettes en permanence. On les retrouve dans le salon, près du canapé, cassées, en 3 morceaux. Pour les enquêteurs, c'est la trace d'une lutte, et d'une lutte qui s'est déroulée à cet endroit précis, parce qu'une paire de lunettes ne se brise pas en 3 morceaux en tombant d'une table. Et parce que si Delphine était vraiment sortie marcher dans la nuit, elle serait sortie avec. Maintenant, il faut parler de ce que l'enquête a raté, parce que c'est là que cette affaire devient autre chose qu'un fait divers. Le 18 juin 2021, le procureur de la République de Toulouse tient une conférence de presse après la mise en examen de Cédric Jubillard. Il y annonce un élément spectaculaire. À l'arrivée des gendarmes, à 4h50 du matin, la machine à laver tournait, et elle contenait la couette avec laquelle dormait Delphine. L'image est terrible, elle fait le tour de la France en quelques heures, elle est fausse. Une photographie versée au dossier, prise par les gendarmes eux-mêmes, l'après-midi du 16 décembre,
montre la couette posée sur le canapé-lit où dormait Delphine. Elle n'était pas dans la machine. Et l'analyse de l'eau du lave-linge n'a révélé aucune trace de sang. Prenez la mesure de ce que ça veut dire. Le représentant de l'accusation, en direct devant la presse nationale, a livré au public un élément à charge qui ne résistait pas à une photo de son propre dossier. Ce n'est pas un détail de procédure, c'est le moment où l'opinion publique bascule définitivement sur la base d'un fait qui n'existe pas. Il y a eu d'autres emballements du même genre. En janvier 2021, un message vide est publié depuis le compte Facebook de Delphine, dont elle est a priori la seule à détenir les codes. En février, son téléphone semble se réactiver. Pendant des semaines, la France se demande si la disparue envoie des signaux depuis l'au-delà ou si quelqu'un manipule ses comptes. 3 hypothèses circulent. Un bug, un piratage ou un effet des investigations informatiques des enquêteurs sur le matériel saisi. C'est la 3e qui est la bonne. Le procureur le confirmera. Ces réactivations étaient une conséquence technique du travail des enquêteurs eux-mêmes. Samsung le leur a confirmé. Autrement dit, pendant des mois, une partie du mystère de l'affaire Jubillard a été fabriquée par l'enquête sur l'affaire Jubillard. Et pendant ce temps, on cherche Delphine. On la cherche vraiment. Dès les premières heures, chiens, drones, hélicoptères, 50 gendarmes réservistes. Le 23 décembre 2020, une battue citoyenne rassemble près de 1000 personnes sur le terrain accidenté de la commune. 1000 personnes qui ratissent les friches, les bois, les fossés. Parmi elles, il y a Cédric Jubillard. On trouve des objets, un téléphone, un couteau, des vêtements. Aucun ne mène nulle part. En octobre 2021, ce sont des gendarmes spéléologues qui descendent dans le sous-sol de Cagnac-les-Mines. Parce que l'hypothèse du puits de mine hante l'affaire depuis le premier jour. En janvier 2022, les enquêteurs fouillent une ferme incendiée au lieu-dit Drignac sur indication d'un codétenu de Cédric Jubillard. Selon ce détenu, Cédric lui aurait confié avoir tué sa femme au couteau et l'avoir enterrée là. On creuse. Il n'y a rien. Le 13 décembre 2022, presque 2 ans jour pour jour après la disparition, une reconstitution est organisée à Cagnac-les-Mines pour tenter de lever les zones d'ombre. Elle ne les lève pas. Et en parallèle des gendarmes, il y a l'autre enquête, celle qui se mène sur Facebook. Fin juin 2021, 2 groupes rassemblent respectivement 8000 et 4500 membres. Des détectives amateurs qui compilent, recoupent, échafaudent, accusent. Le sociologue des médias Michel Moati a un mot pour ça, du parasitage. Le psychanalyste Patrick Avran décrit ces réseaux comme des bistrots élargis, où chacun compose le récit qui lui convient. L'anthropologue Lucie Jouvet-Legrand, elle, y voit une manière de créer du lien social autour d'une énigme. Mais ces bistrots élargis ont un coût. Ils ont désigné des coupables, ils ont poursuivi des innocents, ils ont contraint la mère de Cédric Jubillard à lancer un appel public « Arrêtez ». Parce que dans le même temps, 4 autres personnes ont vu leur vie passer sous les projecteurs. Le confident de Montauban, d'abord. Il est entendu. Il est mis hors de cause. Son ex-compagne confirme qu'il était bien chez lui, près de Montauban, la nuit de la disparition. Ensuite, l'épouse de cet homme. Appelons-la Cathy, comme la presse. Une piste vertigineuse explorée en décembre 2021. Cathy avait intercepté un SMS de son mari adressé à Delphine. Elle avait alors contacté Delphine directement. Et les 2 femmes auraient conclu une sorte de pacte. Delphine attendrait la séparation officielle du couple en janvier 2021 pour poursuivre la relation. Or, le soir du 15 décembre, Delphine envoie cette photo d'elle. Le pacte est rompu. Et la veille de la disparition, Cathy passe 145 appels à un numéro inconnu. 145 appels en une journée, la veille. La piste sera finalement écartée. Le mari et l'épouse trompés sont tous 2 mis hors de cause. Mais imaginez ce que représente pour ces 2 personnes d'avoir figuré pendant des mois dans une affaire nationale à cause d'un chiffre que personne ne leur a jamais reproché judiciairement.
Il y a aussi cet homme dont le comportement envers Delphine est qualifié de pressant par un témoin, mais pas par un autre. Il avait déjà été condamné dans une affaire liée, accidentellement, à la voiture du couple Jubillard. Il nie toute implication. Les gendarmes ne disposent d'aucun élément le reliant au fait. Et il y a ce camping-car aperçu par des voisins près du domicile dans les jours précédant la disparition. On retrouve le propriétaire. Il est entendu, il est mis hors de cause. 4 pistes, 4 impasses. Pendant que le dossier, lui, se referme sur une seule personne. Le 16 juin 2021, Cédric Jubillard, sa mère et son beau-père sont placés en garde à vue. 2 jours plus tard, le 18 juin, Cédric Jubillard est mis en examen pour meurtre aggravé et placé sous mandat de dépôt. Les juges d'instruction estiment que trop d'éléments pèsent contre lui. Il ne ressortira plus. En décembre 2021, sa nouvelle compagne est à son tour placée en garde à vue. Elle en ressort au bout de 35 heures, libre, sans qu'aucune charge ne soit retenue. Ses avocats parlent alors d'un dossier vide, d'une enquête qui patine. Toutes les demandes de remise en liberté sont refusées. Le 21 novembre 2023, le parquet général annonce son renvoi devant la cour d'assises. Le réquisitoire tient en une formule: les charges sont suffisantes. Suffisantes, pourquoi exactement? C'est là que cette affaire devient un cas d'école. Le 22 septembre 2025, le procès s'ouvre devant la cour d'assises du Tarn à Albi. Il va durer 4 semaines et cette cour d'assises va devoir juger un meurtre sans corps, sans scène de crime établie, sans armes, sans aveu et sans témoin direct. Ce n'est pas inédit en France. Plusieurs condamnations pour homicide ont déjà été prononcées dans ces conditions. Mais c'est rare et c'est fragile, parce que dans un dossier sans corps, il n'existe aucun élément qui vienne trancher seul. Il n'y a qu'une accumulation. Et c'est au jury, 12 citoyens tirés au sort, de décider si l'accumulation suffit. Au centre du procès, il y a un enfant. Louis a 11 ans quand l'affaire est jugée. Il en avait 6 la nuit de la disparition. Le lendemain, interrogé par les enquêteurs, il dit n'avoir rien entendu d'anormal. Puis, au fil des mois, une fois placé chez la sœur de Delphine et séparé de son père, sa parole change. Selon l'avocat des enfants Jubillard, maître Laurent Boguet, la parole de Louis s'est progressivement libérée. L'enfant décrit alors une violente dispute entre ses parents, cette nuit-là. Il précise que sa mère portait ses lunettes ce soir-là, les lunettes retrouvées cassées en 3 morceaux près du canapé. La défense, elle, attaque frontalement. Maître Jean-Baptiste Allary rappelle qu'un témoignage d'enfant de 6 ans est par nature fragile. La mémoire d'un enfant est sélective, reconstructible, perméable à son environnement. Et cet enfant a vécu 5 ans dans une famille qui tenait son père pour un assassin. Ce n'est pas un argument malhonnête, c'est même un argument que la psychologie du témoignage valide. Le problème, c'est qu'il coupe dans les deux sens. Un enfant de 6 ans peut inventer une dispute qui n'a pas eu lieu. Il peut aussi taire, le lendemain matin, devant des gendarmes en uniforme et à côté de son père, une dispute qui a bien eu lieu. Le 17 octobre 2025, après 4 semaines d'audience, la cour d'assises du Tarn déclare Cédric Jubillard coupable du meurtre de son épouse et le condamne à 30 ans de réclusion criminelle. Il clame son innocence. Ses avocats font appel immédiatement. Un nouveau procès doit se tenir en 2026. Et pendant les mois qui suivent, l'affaire reste ce qu'elle a toujours été. Un verdict lourd posé sur un vide. Des milliers de personnes, en France, continuent de penser qu'un homme a été condamné à 30 ans sur des impressions. D'autres pensent l'inverse. Personne ne peut trancher parce que Delphine n'est nulle part. Puis vient le lundi 6 juillet 2026. Ce jour-là, Maître Pierre Debuisson, l'un des avocats de Cédric Jubillard, tient une conférence de presse. Il annonce que son client lui a adressé une lettre manuscrite. Et il en donne la nature en une phrase. Il m'a remis une déclaration écrite détaillée formulant des aveux de culpabilité. 5 ans et 7 mois de dénégation s'effondrent en une lettre.
Dans ce document, Cédric Jubillard donne des éléments sur la soirée. Une dispute qui éclate et qui dégénère très vite, des insultes. Son avocat rapporte que la lettre contient ces mots « Pauvres enfants, pauvre Delphine ». Il la décrit comme empreinte de regrets profonds et sincères et affirme que son client y pense en permanence. Cédric Jubillard qualifie lui-même son geste de « abominable » et il confirme un point précis. Un point que 4 semaines d'assises n'avaient pas pu établir avec certitude. La Peugeot 207 bleue, cette voiture garée à l'envers avec de la condensation à l'intérieur, a bien servi à transporter le corps de sa femme, le détail matériel que l'accusation, soupçonnée depuis 2021, vient d'être confirmé par la seule personne qui pouvait le confirmer. Il annonce aussi qu'il peut orienter les enquêteurs vers le corps. Le jeudi 16 juillet 2026, 10 jours plus tard, il est extrait de sa cellule et conduit sur le terrain. Pas à Cagnac-les-Mines, pas dans les friches ratissées par 1000 bénévoles, pas dans les puits de mines explorés par les spéléologues, pas dans la ferme incendiée de Drignac, à Méloc, une commune située à une quinzaine de kilomètres de Cagnac-les-Mines, un champ. Les gendarmes creusent à l'endroit qu'il indique, ils trouvent des ossements humains. Selon la presse, il aurait alors eu cette phrase « Je vous l'avais dit, je n'ai pas menti ». En moins de 48 heures, les experts confirment l'identification. Ce sont les restes de Delphine Jubillard. 2038 jours après la nuit du 15 décembre 2020, Delphine est retrouvée. Le procès en appel, qui devait se tenir en septembre 2026, est renvoyé au premier semestre 2027. L'enquête reprend. Alors maintenant, il faut poser les vraies questions. Parce que le corps de Delphine Jubillard répond à une question et en ouvre 3. La première, pourquoi maintenant ? Chercher le bénéfice. Il n'y en a pas d'évident. Cédric Jubillard est déjà condamné à 30 ans. Et en France, un procès en appel devant une cour d'assises se rejuge entièrement, à charge et à décharge. La peine peut être confirmée, réduite, mais elle peut aussi être alourdie. Avouer avant son appel n'est en aucun cas une garantie de clémence. On l'a vu ailleurs, y compris tout récemment, dans d'autres dossiers, où l'appel a débouché sur une peine plus lourde que la première. Alors quoi ? L'épuisement de 5 ans et demi de détention et de dénégation, le poids de ces enfants qui grandissent avec une mère nulle part et un père qui ment, une stratégie qui nous échappe, calibrée pour un procès qui n'aura pas lieu avant 2027, un besoin de reprendre la main sur un récit qui lui avait totalement échappé. Personne ne le sait, lui seul le sait, et il n'a livré, pour l'instant, qu'une lettre. La deuxième question, pourquoi Méloc ? 15 km. Ce n'est pas rien et ce n'est pas beaucoup. C'est la distance qu'on parcourt en 20 minutes de voiture, la nuit, sur des routes départementales vides. Mais c'est surtout une distance qui sort complètement du périmètre mental de l'enquête. Parce que pendant 5 ans, tout le monde a cherché au même endroit avec la même idée en tête. Delphine est à Cagnac, dans les friches de Cagnac, dans les bois de Cagnac, dans les puits de mines de Cagnac. Le passé minier du village a agi comme un aimant. Il offrait une explication trop séduisante pour qu'on la lâche. Un corps disparu dans un pays creusé de galeries, ça raconte une histoire. Un corps dans un champ banal à 15 km, ça n'en raconte aucune. Et c'est peut-être exactement pour ça qu'on ne l'a pas trouvé. La troisième question est la plus dérangeante, et c'est celle avec laquelle je voudrais que vous repartiez. Faites le compte de ce qui a été mobilisé. Des hélicoptères, des drones, des chiens, 50 gendarmes, réservistes dès les premières heures. 1000 bénévoles en battue citoyenne. Des spéléologues descendus dans le sous-sol. L'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. 2 juges d'instruction, des réquisitions auprès de Google et de Samsung. Une reconstitution. 5 ans d'instruction, 4 semaines d'assises, 12 jurés. Et tout ça n'a pas trouvé Delphine Jubillard. Un homme menotté, sorti d'une cellule, l'a désigné du doigt en quelques minutes. Ce qui manquait n'était pas technique. Ce n'était pas une question de moyens, ni de compétences, ni de technologie.
La seule information qui manquait à l'enquête tenait dans une tête, et cette tête a refusé de parler pendant 2038 jours. C'est le rappel le plus brutal qui soit des limites de l'appareil judiciaire face à un homme qui se tait. Et ça laisse un vertige, parce qu'en octobre 2025, 12 jurés ont condamné un homme à 30 ans de prison sans détenir la preuve la plus lourde du dossier. 9 mois plus tard, cette preuve existe, elle sort de terre, et elle leur donne raison. Mais posez-vous la question à l'envers, une seule fois. Si Cédric Jubillard n'avait jamais écrit cette lettre, personne n'aurait jamais su, ni le champ, ni la voiture, ni la dispute. Le verdict serait resté ce qu'il était, une conviction contestée par une moitié du pays, sans jamais rien pour la confirmer. Est-ce que la justice a eu raison ou est-ce qu'elle a eu de la chance ? Les deux réponses sont inconfortables, et il faut vivre avec les deux. Il reste une dernière chose, et c'est la seule qui compte vraiment. Dans cette affaire, on a beaucoup parlé de podomètre, de bornage téléphonique, de condensation dans un habitacle, de groupe Facebook et de stratégie d'avocat. On a beaucoup parlé de lui. Delphine Ossaguel avait 33 ans. Elle était infirmière de nuit. Elle s'occupait des gens quand tout le monde dort. Elle avait 2 enfants, un garçon de 6 ans et une petite fille de 18 mois. Et à l'été 2020, elle avait pris la décision la plus difficile qu'on puisse prendre, celle de partir. Elle avait un projet. Elle cherchait un appartement à Albi. Elle notait des choses sur des bouts de papier, comme on écrit un avenir en pièces détachées. Elle n'a pas eu le temps de le vivre. Pendant 2038 jours, elle a été un dossier, une photo en une hypothèse. Depuis le 16 juillet 2026, elle est de nouveau quelqu'un qu'on peut enterrer. C'est peu. Pour ses enfants, c'est probablement tout